Bonjour à tous, la saison 3 commence. Vous ne pouvez imaginer à quel point je suis heureux de repartir pour de nouvelles aventures. Seb est à mes côtés. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre du cimetière du Père-Lachaise. Cet endroit n'est pas un cimetière comme les autres. Il y a en lui quelque chose d'artistique. De monumental. De mystérieux. Il y a en lui quelque chose qui touche à l'ordre de la nature. Quelque chose de contradictoire. Il y a en fait en lui un mot qui s'appelle la vie. L'épopée commence. Ah oui, j'allais oublier au fait. Je suis le baron Jima. Nous voilà rentrés dans l'enceinte du cimetière du Père-Lachaise. Cet endroit est totalement mythique à Paris. Bon, il est classé au monument historique de Paris d'ailleurs. C'est le plus grand parc de Paris, 43 hectares. Et ce cimetière est l'un des plus visités au monde, si ce n'est d'ailleurs le plus visité au monde. Il y a à peu près 3 millions de visiteurs chaque année au cimetière du Père-Lachaise. Pourquoi? Parce que les noms illustres de notre histoire et du monde sont enterrés, inhumés ici. Et puis il y a d'innombrables tombes qui sont carrément classées au titre des monuments, car ce sont de véritables œuvres d'art. Donc on va voir tout ça ensemble. Là on se dirige vers le monument aux morts en fait, qui est l'emplacement de la fosse commune du cimetière originel. Voilà. Donc on va aller voir ça ensemble avec Seb. Voilà, nous avançons face à ce magnifique monument. Un monument dédié aux morts, au passage à l'au-delà. T'as vu Seb? Ouais, j'ai... Une espèce de sculpture à flanc là. Qu'est-ce qu'on voit là? En fait, la première fois qu'on arrive, sur le coup, on comprend pas tout à fait ce que c'est. C'est un monument aux morts, ok. Et puis quand on regarde bien, finalement, on voit cette espèce d'antre là avec deux personnes Ah oui, effectivement. Ouais. à l'entrée, comme s'ils attendaient quelque chose. Et en fait, effectivement, Le passage un peu, je pense. C'est l'horreur qui est venue entre guillemets. Ouais. Donc ils vont aller vers la mort, donc ils attendent leur tour. D'accord. Et donc on voit sur les côtés d'autres personnes qui attendent aussi. Ouais, qui font la queue en fait. Qui font la queue, la queue pour passer à l'au-delà en fait. Dans l'au-delà. Donc on voit ces personnes, on voit quand même qu'elles souffrent. On voit la souffrance, on voit... Certainement la vieillesse, la maladie, tous les stigmates physiques de la fin de vie en fait. Voilà, c'est malheureux. Et donc ils vont passer dans l'au-delà. Et par contre, derrière, c'est pour renaître. Donc c'est ce qu'on voit en bas. Là, en fait, par exemple, il y a une famille décédée. Et du coup, en fait, on les retrouve dans la lumière. D'accord. Après avoir analysé les bas-reliefs de ce monument datant de 1899 et réalisé en 12 années par le peintre et sculpteur Albert Bartholomé, nous nous rendons sur un point de hauteur à l'emplacement d'un ancien manoir appartenant à des jésuites. Mes amis, nous voilà sur les hauteurs du cimetière du Père-Lachaise. Donc Seb, je t'invite à faire un plan pour montrer à nos amis que nous sommes en fait sur un point de hauteur.
Et donc ce point de hauteur, jadis s'appelait le mont Louis. Le mont Louis, pourquoi? Parce que Louis XIV, tout simplement, dans sa jeunesse, est venu ici. Il faut imaginer qu'à l'époque, à cet endroit précis, là où il y a l'emplacement de ce gros bâtiment là avec la croix, il y avait un manoir. C'était le manoir des Jésuites. Et ce manoir des Jésuites appartenait au Père Lachaise, qui était le prêtre confesseur de Louis XIV lorsqu'il était jeune. Comme je te l'ai expliqué, en fait, à cet endroit précis, là où nous sommes, il y avait un manoir, c'est le manoir des Jésuites, et ce manoir appartenait au prêtre confesseur de Louis XIV lorsqu'il était enfant. Et donc, au niveau de l'histoire de France, il y a eu une guerre civile très très importante au début du règne de Louis XIV, qui s'appelait la Fronde. Et la Fronde a eu lieu voilà, sur des quartiers adjacents à la ville de Paris, qui n'étaient pas encore Paris, car nous étions dans la banlieue en fait, populaire de Paris. Et Louis XIV était venu ici pour assister au combat qu'il y avait en bas là, de cette petite colline, pour avoir une vue en fait, sur la bataille de la Fronde. Voilà, donc on poursuit notre déambulation à travers ce merveilleux cimetière. Et là, avec mon frère, on est en train de chercher la tombe d'un chanteur. Ce chanteur, c'est Mano Solo. Et il est enterré dans le coin. C'est quand même vachement romantique comme lieu. T'as vu ces dédales de rue pavée, avec ces vieilles tombes. Hein, ça fait vraiment un décor saisissant, c'est magnifique. J'adore cette ambiance. Hein. Après, en plus, aujourd'hui, on a un temps magnifique. Il y a vraiment un contraste. On est quand même dans un cimetière. Mais c'est magnifique. Ah, il y a vraiment un temps extraordinaire. Et je sais pas si tu vois un peu l'architecture des tombes. Hein, on est vraiment une remontée dans le temps du 19e siècle. Là, on fait un bond en arrière de 150 ans. J'adore. Ouais. C'est très très apaisant comme lieu. Alors, je ne vous cache pas qu'on est venu à l'ouverture, hein, donc c'est pour ça qu'il y a peu de monde. D'habitude, en journée, il y a plus de monde que ça. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 3 millions de visiteurs qui viennent annuellement sur Paris, enfin, pour voir le cimetière du Père Lachaise. C'est un des lieux touristiques les plus prisés de Paris. On sait bien me faire un signe, apparemment il l'a trouvé. Mano Solo. Petite dédicace à ma femme qui adore ce chanteur et qui l'a connu personnellement. Et donc Mano Solo, c'était le fils de Cabu. C'était un chanteur à texte, hein, très très écorché vif, avec des textes vraiment très très musclés. Et, un vrai poète quoi. Un vrai poète. Très très bon guitariste aussi. Un artiste plein de talent, il était capable de chanter, il était musicien, il était aussi peintre, dessinateur. C'était vraiment un artiste complet, comme il y en a peu aujourd'hui. Un respect à ce grand monsieur de la musique française. Et il repose à côté de Claude Chabrol. Parce que je crois que j'avais regardé. Alors là, on est face à une tombe très énigmatique avec un QR code. Ça s'appelle la mémoire nécropolitaine. Et cet appareil photo. T'as des infos là-dessus, Seb? Alors je vais tenter de traduire le QR code. D'accord. On laisse tomber. La Mémoire nécropolitaine est une association culturelle qui se propose de donner un futur à notre passé en sauvegardant par l'image le patrimoine funéraire grâce à un fonds iconographique
en perpétuel développement. D'accord, donc en fait il n'y a personne enterré à cet endroit. Mais c'est une manière d'immortaliser l'évolution de la photographie dans le domaine artistique, si je comprends bien. Voilà, grosso modo, c'est ça. D'accord. Donc mes amis, je joue Stéphane Bern. On vient de voir la très sobre tombe et néanmoins très jolie tombe de Mano Solo. Et maintenant avec Seb, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un lieu vraiment légendaire du cimetière. On va aller sur la tombe d'une noble russe. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y a un mythe autour de ce mausolée qui court toujours d'ailleurs aujourd'hui. Sur le plan, vous voyez là, cette espèce de colonne romaine là. Alors je sais pas, avec le soleil peut-être que ça fait un petit contre-jour, mais peu importe, c'est pas grave, ça ajoute au mystère. Et donc ça en fait c'est le haut du mausolée de la personne que nous allons découvrir maintenant. Nous voici au pied du mausolée de l'aristocrate russe dont je vous ai parlé précédemment. Cette dame est morte en 1818, a voulu se faire enterrer ici. Il y a un petit côté mégalomane. Alors je ne voudrais surtout pas manquer de respect à cette personne, mais regardez la taille du mausolée, c'est digne des pharaons. Seb, je t'invite à faire un plan sur le bâtiment en question. Effectivement. C'est quelque chose de vraiment de gigantesque, hein, monumental. Il est énorme. Il est énorme. Et donc ce mausolée est une attraction tout à fait particulière dans le cimetière du Père-Lachaise, car il renferme une légende. Alors moi personnellement, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est une légende qui perdure depuis 1818 et qui stipule que l'aristocrate Strogonov, cette dame sur son testament, a écrit qu'elle lèguerait une partie de sa fortune, c'est-à-dire des millions et des millions de roubles russes, à quiconque passerait 365 jours et 366 nuits à côté de sa tombe, à côté de son cercueil. Voilà. Donc certaines personnes s'y sont essayées. Ah, il y a eu des prétendants. Il y a eu des prétendants, il y a des gens qui ont tenté. Jamais personne n'y est arrivé, car la plupart, tous ceux qui ont essayé, donc surtout au 19e siècle, n'ont pas tenu plus de quelques jours. C'est-à-dire au bout de 3-4 jours, ils devenaient complètement fous. Après, on peut les comprendre, parce que rester dans un cimetière matin, midi et soir pendant une année complète, jour et nuit, et sans quitter l'endroit. Sans quitter l'endroit, c'est-à-dire c'est une prison, quoi. C'est comme une prison. Il y a de quoi devenir fou, quoi. Parce que bon, mine de rien, moi j'ai pas vécu cette expérience-là, mais rester la nuit dans un cimetière, c'est quand même quelque chose de particulier. Même si je pense qu'au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais le 19e siècle, c'était une période où il y avait quand même beaucoup de croyances, peut-être même plus de croyances que maintenant. Maintenant, on est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus terre à terre. À cette époque-là, le monde de la vie réelle et le monde de l'au-delà était quelque chose de trouble. Ouais. Donc il n'y avait pas vraiment de limite. Les gens, en tout cas, il y avait une grande proportion à la religion, et la religion, bon, c'est quand même l'acquisition du paradis après la mort, hein, quoi qu'on en dise. Donc ceci peut expliquer aussi le fait que cette dame s'est fait construire, on peut dire, un château pour sa vie d'après. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va gravir les marches et puis on va aller voir ce monument de plus près. Alors on raconte aujourd'hui que le cimetière du Père-Lachaise reçoit encore des lettres de prétendants, de postulants. Et bien sûr systématiquement le Père-Lachaise refuse.
cimetière du Père-Lachaise a été ouvert en 1804. En fait, à Paris, il y avait plus d'endroits, Paris Intramuros, il y avait plus d'endroits, il n'y avait plus assez de place tout simplement pour enterrer les gens. Et puis de toute façon, les cimetières tels que le cimetière des Innocents étaient des cimetières totalement insalubres où les maladies se développaient. Il n'y avait plus du tout de place, quoi. Il y avait des monceaux de cadavres montés en collines. Enfin, c'était catastrophique au niveau sanitaire pour la ville de Paris. Donc les Parisiens, la municipalité parisienne avait décidé à l'époque de construire un cimetière en périphérie de Paris, car à l'époque le Père-Lachaise n'était pas dans la ville de Paris, c'était à l'extérieur. On était dans un quartier populaire, mais c'était la banlieue, quoi, en gros. On n'était pas à Paris Intramuros. Ce cimetière, à l'origine, était le cimetière de l'Est. Personne ne voulait se faire enterrer dans un cimetière à côté d'un quartier populaire pauvre. Enfin, les gens voulaient, voilà, se faire enterrer dans des lieux prestigieux. Et donc, pour attirer les gens, la ville de Paris a fait déplacer d'illustres noms pour les inhumer ici, tels que Héloïse et Abélard, qu'on verra tout à l'heure, qui est un couple qui représente l'amour courtois au début du Moyen-Âge. Et donc pour tous les romantiques, tous les littéraires, c'est un couple vraiment extraordinaire, quoi. Et donc à l'époque, il faut savoir qu'au 19e siècle, l'amour courtois, la poésie de l'amour courtois du Moyen-Âge était vraiment à la mode. Et donc ces personnages ont attiré des milliers de personnes, ont donné l'envie à des milliers de personnes de se faire enterrer au Père-Lachaise. On a aussi transféré Molière et Jean de La Fontaine. Alors sur ces deux sépultures, par contre, il y a des détracteurs qui disent que Molière et Jean de La Fontaine ne sont pas réellement enterrés ici. On essaiera de se pencher, on va essayer de trouver leur sépulture avec Seb. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi Molière et Jean de La Fontaine probablement ne sont pas enterrés sous leur mausolée. Donc là on avance. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est une tombe, ça? Attends. Waouh. J'avoue. Ouais, bah c'est une tombe. Après, bah, on voit bien qu'il y a un caveau. C'est l'ouverture, c'est chaud. C'est impressionnant. Alors il n'y a pas de nom par contre. Tu vois quelque chose à l'intérieur, Seb? C'est marrant parce qu'en fait l'espèce de pierre tombale qu'il y a au-dessus, on dirait vraiment un bloc de roche qui n'a pas été taillé justement. Ouais, mais on a l'impression que c'est posé sur deux... Il n'y a pas d'inscription sur le côté là. Avec la racine qui longe l'espèce de caveau. C'est curieux. Je ne résiste pas à l'envie de filmer l'intérieur là, mais bon, a priori si c'est ouvert c'est qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, il n'y a pas grand chose, il n'y a rien. Ouais. Ça me fait penser à l'allée couverte dans le Vexin. Ouais, d'ailleurs l'allée couverte dans le Vexin c'était ni plus ni moins qu'une sépulture, hein, d'homme préhistorique, mais c'était une sépulture. Ouais. Allez, on va continuer, on va essayer de voir le mur des fédérés. Un mur en fait où en 1870 les communards, donc en gros les gilets jaunes de l'époque, se sont fait fusiller. Voilà. Donc c'est pas très gai, mais c'est une des histoires du Père-Lachaise qui a été témoin des batailles de la Commune. Donc des scènes de guérilla, de guerre civile. Donc il faut remettre ça tout dans le contexte, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des soldats qui se battaient contre le peuple au milieu des tombes. Hein. Donc une ambiance très très spéciale. En fait on longe le mur est du cimetière du Père-Lachaise et le mur des fédérés, donc le mur des fusillés communards. Et à 200 mètres d'ici à peu près. On longe le mur et je tombe sur une petite inscription totalement par hasard. Vive la Commune. Alors bon, ces inscriptions-là ne datent pas de 1870. Hein. Il faut savoir que les syndicats
CGT, CFDT, enfin tous les syndicats en général commémorent chaque année les communards. En fait c'est la rébellion du peuple, des ouvriers contre la bourgeoisie, contre l'aristocratie. Chaque année, il y a des mouvements syndicaux, des mouvements sociaux qui viennent commémorer la commune. Et d'ailleurs, là, ce qu'on peut voir, c'est carrément des logos avec le A de anarchie. Je vous montre simplement, n'allez pas croire que je suis un anarchiste. Ce n'est pas le cas. Mais voilà, ça fait partie quand même de l'histoire. Et donc dans l'histoire, même quand on la vulgarise, comme moi, il faut savoir être juste et parler de tout. Même des sujets qui peuvent prêter des fois polémique. Voilà, nous arrivons au mur des fédérés. Et à cet endroit précis, des centaines de communards ont été fusillés par l'armée. Un haut lieu symbolique. Un haut lieu symbolique de la résistance des peuples et des mouvements sociaux en tout genre. Et c'est quand même, Seb, un endroit assez spécial finalement, ce mur des fédérés, parce que actuellement, depuis 4 mois, on vit des mouvements sociaux assez intenses, ouais. Avec les gilets jaunes et tout ce que ça apporte comme débat politique et débat social à notre pays. Et c'est vrai qu'en fait, ce mur représente assez bien tout ce qui se passe aujourd'hui. Là, le mur, donc c'est 1871. Je vous avais dit 1870, vous voyez. C'est pas 1870, c'est 1871, la commune. Et donc ce lieu chargé d'histoire, tout d'abord parce qu'il y a eu des morts ici. Et c'est un lieu qui symbolise la rébellion des peuples contre l'opulence, le capitalisme, la richesse. Voilà. Nous avons un arbre encore remarquable. Il faut savoir que le Père-Lachaise est un parc, le plus grand espace vert de Paris, 43 hectares. Et il y a des bijoux de végétation avec des arbres bicentenaires, comme ce marronnier. Regardez-moi ce mastodonte végétal. Voilà. Peut-être a-t-il été témoin de la fusillade des communards. En tout cas, cet arbre-là, on a vu plus que moi, ça c'est sûr. Voilà les amis, là, je me trouve avec Seb devant la tombe d'Édith Piaf. Famille Gassion-Piaf. Parce que Piaf, c'était un nom de scène. Son vrai nom, c'est Madame Lambouka. D'accord. Ou Lambouka, je sais pas comment. Ok. Edith Piaf, 1915-1963. D'accord. Edith, tes chansons sont toujours d'actualité? On peut voir des petits mots. Non, je ne regrette rien. La grande Édith Piaf. Grande chanteuse de l'époque. Inhumée ici. Elle est décédée en quelle année, Madame Piaf? 63. En 1963. Un paix à son âme. En tout cas, ces chansons sont bien vivantes. Je pense que elles sont éternelles. Ouais. Il y a Henri Salvador pas très loin, tu me disais? Apparemment, d'après le plan, il y aurait Henri Salvador pas très loin, donc on va essayer de... Ok, bon, je te suis, je te suis. Ah,
Voilà. Le voici. T'es un bon Seb, hein. Avec, je suppose, les amis de Marseille. Joaquin, c'est sa femme. Je suppose, par contre, elle est décédée il y a un moment. Il y a un sacré écart. Ouais. Mais il est décédé, il était très âgé, Henri Salvador. Il avait plus de 80, il avait 90 ans. Ouais. Il avait 90 ans. Il est né en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ça fait quand même un beau carré. Hein. Au grand jamais de ma vie, je n'ai eu plus conscience du jour où je devrais mourir qu'aujourd'hui. La vie laisse des traces indéfectibles, mais qu'en restera-t-il ? Une traînée de poussière probablement. J'ai pourtant envie de croire que les témoins, à l'instant T que nous sommes, trouveront un écho dans l'éternité. Molière et La Fontaine ne sont pas là, sous leur tombe. Des os ramassés au hasard d'une fosse commune, et le tour est joué pour un peuple plus en quête de croyance que de vérité. Peu importe, leurs œuvres, elles, sont bien vivantes. Tu as l'air subjugué, Seb. Non, c'est très beau. C'est beau, hein. Franchement. On est bien. On dirait pas qu'on est au milieu d'un cimetière. En fait. Non, il y a vraiment une atmosphère presque joyeuse. C'est ça. C'est Hein, comme si la mort finalement, ça serait quelque chose de juste un passage vers quelque chose d'autre. Et après, il y a le son de l'amour, quelque chose de paisible. tout à fait, ouais. Quelque chose de la sérénité en fait. Ouais, c'est ça. La sérénité. Frédéric Chopin, alors ce qui est intéressant sur cette tombe, c'est que donc, le corps du compositeur a été inhumé effectivement sous la tombe, mais son cœur n'est pas là. Et pourquoi ? Car Frédéric Chopin avait la hantise de se réveiller lors de son enterrement. Il avait peur de se réveiller dans son cercueil et d'avoir cette sensation d'étouffement. Donc il a demandé dans son testament à ce qu'on lui retire le cœur. Voilà. Donc son cœur est en Pologne et son corps est à Paris. Les amis, là on arrive vraiment à un endroit stratégique du cimetière, vraiment le leurre principal du cimetière du Père-Lachaise. On est en face du mausolée d'Héloïse et Abélard.
et Héloïse Abélard, c'était un couple romanesque de l'amour courtois au Moyen-Âge. Au XIXe siècle, lorsque le cimetière du Père-Lachaise a été ouvert, le XIXe siècle était un siècle où l'amour courtois du Moyen-Âge, la romance, était vraiment à la mode au niveau de la littérature. Et donc ce couple était très mythique et beaucoup de gens étaient attirés par ce modèle-là de l'amour courtois. Donc il faut savoir un truc, c'est qu'au départ, donc cette espèce de chapelle, elle a été déplacée. C'est-à-dire qu'ils ont été amenés au cimetière du Père-Lachaise, mais leur mausolée était installé plus haut sur le mont, au niveau du manoir des Jésuites. Et après, ils l'ont déplacé, ils l'ont mis à l'entrée du cimetière pour que les gens viennent plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'un des premiers monuments du cimetière du Père-Lachaise. Le monument qui a donné envie à des centaines et des centaines de Parisiens de se faire enterrer ici. La saison 3 est lancée. Avec sincérité et bienveillance, nous avons parcouru ce lieu. Ce parcours n'est qu'une lecture. Il y a 1001 façons de découvrir le Père-Lachaise. Mille et une façons d'écrire son expérience. Nous en sommes ressortis non pas avec des réponses, mais avec des certitudes.